Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conquête spatiale maintenant, il n'y a plus rien. Est-ce que c'était pas un mythe justement? Qu'est-ce qu'ils ont finalement, à part une conquête, on a envoyé des balises dans l'espace, mais ça on est... Ils ont fait ça, c'était pour faire la Nico-Russe, Oui, c'est tout, oui. Sinon ils l'auraient pas fait, c'est tout. Donc il y avait une motivation, la motivation c'était la concurrence entre les gens, si tu veux. Voilà. Et donc là on voit que la fin de la conquête spatiale, ça correspond en gros à la fin des 30 Glorieuses, tu vois. Hein, et la fin, c'est la fin du capitalisme triomphant, pour les raisons que j'ai expliquées, qu'il n'y avait pas seulement le capitalisme qui est exploiteur des peuples, mais il y avait un mouvement social à l'époque, il y avait un parti communiste, il y avait des syndicats qui se battaient, et il y avait une capacité de pouvoir récupérer des richesses. Et puis il y avait un gouvernement de gaullistes qui était un gouvernement nationaliste et qui a préservé aussi la France de l'impérialisme. Tu vois ? Oui. Voilà. Alors on nous rappelle, c'est vrai que le Concorde avait été interdit aux USA car il faisait trop de bruit selon le gouvernement, alors qu'en fait c'était une guerre économique, quoi. C'était pour on va dire, entraver son développement commercial, et que les États-Unis avaient interdit que le Concorde se pose, je crois que c'était à Washington. Oui, c'est bien sûr. Oui. Bien sûr, c'était pour empêcher la France de développer le développement commercial du Concorde. Parce que quand il y a eu le Concorde, je peux te dire qu'il les avait jusqu'à là. Parce que justement la volonté gaulliste, si tu veux, de vouloir faire ça, eux c'est le capitalisme le plus dur qui fonctionnait toujours. Si tu veux. Tu vois, ils n'ont pas voulu investir dans cette affaire-là. Est-ce que le capitalisme à la française, c'est pas justement une espèce d'alchimie entre l'État et les entreprises, quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une dose d'État et une dose... Ce qui était du temps de Gaulle. Ouais. Une espèce d'économie mixte, voilà, j'ai envie de dire. C'était ce qu'il y avait du temps de De Gaulle. C'est ce que De Gaulle voulait faire. Mais ça a marché du temps où il était là. Bon, donc tout ça c'est pour dire que la science, la technologie et l'industrie, ça marche pas toujours. Il y a des fois où ça marche. Et science, technologie, industrie sont pas toujours concomitantes, si tu veux. Donc et souvent on s'aperçoit que il y a des périodes d'avancée scientifique qui sont pas des périodes d'avancée de technologie, et il y a des périodes d'avancée de technologie qui sont pas des périodes d'avancée scientifique, et que il y a des lourdeurs sociales qui font que dans des périodes, on arrête de faire de la science, et puis il y a d'autres périodes où à partir du XVIIe siècle, par exemple, à partir du XVIIe siècle, la science, c'est-à-dire l'étude de l'environnement. Qu'est-ce que c'est que la science? La science, elle est expérimentale, donc il faut déjà qu'il y ait de la volonté d'expérimentation. Elle est reproductible et on doit en faire un rapport, c'est-à-dire on doit écrire, si tu veux, puisque le but de la science, c'est de pouvoir transmettre ce qu'on a trouvé. Il y a une accumulation de la science. S'il n'y avait pas eu Marconi et Hertz, j'aurais pas de téléphone portable. Tu vois, parce que tout ça, ça vient des inventions qui ont eu lieu au 19e siècle. Donc, mais la science, si tu veux, suit une démarche profondément humaine. On a vu quand on a parlé de l'humanité, rappelle-toi, avec les premiers hommes, et notamment l'Homo habilis, si tu veux, qu'on trouve toujours des squelettes d'humanoïdes, c'est ça le mot, c'est pas encore des humains, des squelettes d'humanoïdes entre le singe et l'homme actuel avec leurs outils. C'est-à-dire que tu les caractérises avec la forme du crâne, de la mâchoire, mais aussi avec les outils qu'ils ont autour. C'est-à-dire que l'homme, lui, est indissociable de l'outil. Il est né avec son outil. Et la différence entre le singe, le pithécanthrope, lui, il n'a pas d'outil. Peut-être qu'il avait un bâton pour taper sur les copains, pour faire tomber les noix, mais c'est tout. Mais il était incapable d'enseigner aux autres comment faire. Donc, dans
chez l'homme, sa caractéristique, c'est sa capacité d'enseigner les méthodes et que ces méthodes soient pérennes selon plusieurs générations. Hein? Donc le premier Homo habilis, il crée ce qu'il appelle des choppers, c'est-à-dire des silex coupants, mais aussi il est capable d'enseigner à ses enfants comment les faire, qui eux les enseignent à leurs enfants, et on voit que sur plusieurs générations, l'Homo habilis, eh bien, sur 2000, 3000, 4000 ans, il fait toujours les mêmes choppers. C'est bien la preuve que de génération en génération, hein, il y a eu une méthode. On voit bien qu'il y a une méthode parce que le chopper est toujours le même. Donc il y a bien méthode et qu'il y a bien apprentissage à l'autre. Donc ça, c'est... Mais le chopper, c'est pas de la science. On peut dire que c'est de la technologie. Hein, voilà. Parce que la technologie est faite par des ingénieurs et la technologie permet de fabriquer des objets qui servent dans la vie courante. Ouais. Tu vois, ça, c'est de la technologie. C'est de la technologie, c'est pas de la science. Mais ça vient de la science. S'il n'y avait pas eu des gens pour étudier le phénomène physique de l'électricité, c'est-à-dire comment un électron se déplace à la surface d'un conducteur, on n'aurait pas ça. Hein? Donc, depuis on ne peut pas parler d'invention de l'électricité, parce qu'on n'a pas inventé. L'électricité, elle existe depuis toujours. Hein. Il y a le tonnerre, il y a même des animaux qui ont des capacités électriques. Les raies. Ah, voilà. Donc l'électricité, elle existe, mais à un moment donné, là, on a réussi à comprendre comment ça fonctionnait, et on a réussi à l'utiliser. Alors, l'électricité, ça vient du mot électrum. L'électrum, c'était de l'ambre. Hein, c'était de l'ambre et qui permettait, les Grecs, ils faisaient de l'expérience en frottant de l'ambre sur de la laine. Ils faisaient monter des bouts de papier. Hein, comme nous, on faisait à l'école quand j'étais môme, il y avait des buvards, on coupait des bouts de buvard, puis on frottait la règle de plastique sur un vêtement et on faisait que les bouts de papier venaient se coller à la règle. Tu vois ? Donc c'est les premières manifestations de l'électricité, et c'est même les Grecs au 7e siècle déjà, ils s'amusaient à ça en frottant. Alors en frottant un matériau comme ça, on arrache des électrons de la surface et on le rend magnétique. D'accord. Hein, donc c'est ce qu'on appelle l'électricité statique. Puis après tu peux toucher, paf, ça fait une étincelle. Donc le phénomène est connu depuis très longtemps en tant que phénomène physique, mais on ne savait pas ni comment que ça fonctionnait et comment on pouvait l'utiliser. Voilà. Alors pour savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'il y a un courant électrique ou de l'électricité statique, il a fallu de la science. De la science, c'est-à-dire des gens qui, par une série d'expériences, arrivent à définir qu'il y a un courant qui se déplace du plus vers le moins, que ce sont des électrons qui sautent de la couche supérieure de la molécule conductrice, si tu veux, qui se déplace comme ça, et que on peut produire un courant électrique, et que ce courant électrique a des propriétés comme U égale RI, c'est-à-dire la différence de potentiel voltage égale à l'intensité multipliée par la résistance. On en parlera à propos du combat entre Tesla et Edison. Et Edison, hein, Tesla qui a inventé le courant alternatif à haute tension, qui a permis de produire l'électricité, hein, et de pouvoir l'emmener très loin. Donc, les premiers qui ont eu une démarche scientifique, on parle de démarche scientifique, c'est-à-dire une démarche à la fois expérimentale et théorique, ce sont les Grecs. Alors, j'aurais bien aimé que notre ami personne, si elle avait été là,
aurait pu nous parler des Grecs et de la philosophie grecque, parce que la démarche théorique, elle est... La philosophie, plutôt, si tu veux, elle aide à la démarche théorique. Oui. Il faut des concepts. Hein? Donc là, par exemple, là, on a Euclide. Alors Euclide, c'est un mathématicien, la géométrie euclidienne. Et donc, il est du 6e ou 7e siècle avant Jésus-Christ déjà. Et il a édicté tous les principes de la géométrie plane, à 2 dimensions. Hein, avec les égalités des angles. Alors, ce qu'a fait Euclide, ça a eu après des impacts extrêmement importants, parce que avec le fait d'avoir 2 droites qui se coupent, et après quand tu peux tracer des différents triangles, tu vois, tu as une proportionnalité. Donc tu peux mesurer par le côté d'un triangle, tu peux mesurer une hauteur, en connaissant l'angle, et que tu peux aussi, de la même façon, en connaissant la hauteur, mesurer une distance. Donc c'est ça qu'avec des outils, on a pu faire avec de simples astrolabes des outils de navigation. Alors là, tu parlais des Égyptiens. Il est évident que les Grecs étaient proches des Égyptiens, mais si les Égyptiens n'ont pas écrit, ils n'ont pas eux écrit de traités comme Euclide, les Égyptiens ont utilisé la géométrie à 2 dimensions. Semble-t-il, que tous ces Grecs-là, ils sont allés se former en Égypte. C'est possible. Pythagore, Thalès, Euclide, Thalès, eux, ils ont écrit des trucs. Ils sont tous allés en Égypte, et c'est là-bas qu'ils auraient puisé le savoir. Voilà. Donc on a aussi l'ami Thalès. L'ami Thalès, alors on va... c'est très intéressant de voir sa tronche à Thalès. C'est son buste, enfin, c'est pour montrer que tous ces Grecs ont eu une véritable démarche scientifique, c'est-à-dire qu'ils ont expérimenté, et surtout ils ont écrit des traités qui servent encore. Parce que là-dedans, par exemple, tu as le fameux Pythagore. Est-ce que tu te rappelles du théorème de Pythagore? Non, pas trop. En plus, il nous avait dit que tu allais en parler. C'est le carré de l'hypoténuse. T'as jamais entendu parler du carré de l'hypoténuse? Si, bien sûr. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Ça, oui. Oui, mais alors ça, c'est l'introduction à l'équation. Alors, il y a si tu veux, c'est l'introduction aux mathématiques, parce que le théorème de Pythagore, c'est ça, tu vois, c'est A2 plus B2 plus C2, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse égale à la somme du carré des autres côtés. Il faut que tu mettes en gros, parce qu'on ne voit pas sinon les gens. Il faut que ce soit plus gros pour les gens. On voit pas? C'est bon. On voit pas. Bon, de toute façon, peu importe. C'est un triangle rectangle dans lequel il y a l'hypoténuse. Et puis il y a C, et il y a les 2 côtés A et B, donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. C'est un truc extrêmement important, et qu'on voit que cette démarche scientifique des Grecs a été amenée par une démarche philosophique, par des concepts qui leur ont permis, eux, si tu veux, d'écrire ces traités. Tu vois? Et puis il y a le fameux Archimède. Je ne vais pas montrer sa tronche, mais Archimède, il est connu parce que le principe d'Archimède, tout le monde l'a connu. Tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale de bas en haut, proportionnelle au volume d'eau d'un liquide déplacé. Donc lui, il montre pourquoi ça flotte et pourquoi ça flotte pas. Voilà. Et donc il a démontré un principe qui est fondamental, qui est la masse volumique. La masse pour un volume donné. Donc on lui a demandé, là, une couronne, est-ce qu'elle est en or ou pas en or? Donc il l'a posée, et il a mesuré son volume par le volume d'eau déplacée, et il a vu que la masse volumique de la couronne,
il a pu la mesurer. Je ne sais pas si elle était en or ou pas en or dans l'histoire, mais ce sont des principes extrêmement importants et des principes qui ont été écrits. Alors on va voir plus tard avec cette pauvre Hypatie d'Alexandrie, qui est la dernière grande chercheuse grecque. T'as entendu parler d'Hypatie? Non. Oh, Hypatie. Ah là là. Ça fait un peu créole, Hypatie, elle est partie. Si personne nous écoute, elle connaît, elle, bien l'histoire de Hypatie d'Alexandrie. Alors, Hypatie d'Alexandrie, elle était la fille du gardien de la bibliothèque d'Alexandrie. Tu sais que la bibliothèque d'Alexandrie, c'est là où il y avait tout le savoir grec. Oui. Hein, que les Grecs s'étaient déplacés à Alexandrie. D'ailleurs, je suis allé dans ton sens, c'est marrant, pourquoi les Grecs ils vont s'installer en Égypte? Et c'est un hasard. Non, non, c'est comme aujourd'hui les gens qui veulent venir en université ici, parce que l'université... Alors donc, la bibliothèque d'Alexandrie concentrait tous les écrits des philosophes, mathématiciens, géomètres grecs et des astronomes. Et donc, Hypatie, elle enseignait, donc c'était entre la fin du 4e siècle et le début du 5e siècle, c'était le début du christianisme, et elle enseignait là à une époque où il y avait des chrétiens, il y avait des juifs et encore des gens qui étaient de l'ancienne religion, dont Hypatie, si tu veux, et elle a pu démontrer, avant la lettre, on dit qu'elle a démontré que la Terre tournait autour du Soleil, Hypatie d'Alexandrie, et manque de chance, les premiers chrétiens étaient tout à fait contre ça, parce qu'ils disaient qu'il ne fallait pas rechercher les choses parce que c'était Dieu qui l'avait créé et que c'était impie d'aller rechercher la nature des choses, que la science était impie, et donc ils ont mis à sac la bibliothèque, et cette pauvre Hypatie a été lapidée avec des tessons de bouteille, donc elle est morte comme ça, parce que alors après Hypatie, la science grecque est terminée, c'est-à-dire qu'avec le christianisme on ne parle plus, et donc il y aura en Occident la fin de toute recherche scientifique pendant très très longtemps. Ce sera terminé, l'Église interdira les recherches. Mais, je dis bien il y a un mais, il y a les Arabes. Pour les Arabes, la recherche n'est pas impie. Enfin, elle ne le sera pas pendant un certain temps. C'est-à-dire que pendant la première période des Omeyyades, les Arabes vont reprendre les recherches des Grecs. Et oui, bien sûr. Ils vont les reprendre, mais ils vont aller plus loin, et notamment dans les mathématiques. Le fameux Al-Khawarizmi qui a fait l'algèbre. Voilà. L'algèbre, et ils inventent le zéro, parce que sans le zéro, tu ne pouvais pas faire l'algèbre. Oui, alors semble-t-il que c'est les Indiens qui l'ont piqué aux Indiens. Ouais, alors tout ça, tout le monde copie l'un sur l'autre, mais c'est tout à fait possible. Mais toujours est-il que même si c'est les Égyptiens qui ont fait des traités de géométrie et les Grecs ont copié, et que les Arabes ont fait des traités d'algèbre et ils l'ont pris sur l'autre, tu vois bien que ce que l'histoire reconnaît, c'est celui qui a écrit, qui a fait un traité. Oui. Tu vois ? Alors lui, Al-Khwarizmi, il a fait un traité de mathématiques. Oui, Al-Khawarizmi, oui. Il a fait un traité, et qui a servi pendant très longtemps, qui a été traduit. Oui, il a vraiment fondé... C'est le fondateur de l'algèbre. C'est le fondateur de l'algèbre. Algèbre, c'est un mot d'origine arabe aussi. Oui, tout ce qui est en al, d'ailleurs. Algorithme, il a donné son nom à algorithme, qui est une... Voilà, algèbre aussi, algebra. Algebra, oui. Alors on va faire une petite pause là, parce que c'est l'heure, en plus, il me la réclame. Bon. C'est une petite pause, alors on me fait une petite pause. Hypatie, alors je termine
par les Arabes. Alors les Arabes aussi, si tu veux, ils n'ont pas les préventions des chrétiens non plus sur les dissections et sur le corps, ouais. puisqu'il y a des traités ici, c'est un traité d'optique. Ouais. Tu vois, et donc la médecine arabe, elle sera extrêmement puissante. Tout ça, ça va durer jusqu'au XIIe siècle, parce qu'après le XIIe siècle, il y aura un déclin du côté des Arabes, et puis une reprise en Occident. Mais au moins, si tu veux, les Arabes, ils ont permis de faire la jonction. C'est une jonction extrêmement importante. Ils ont permis qu'un savoir ne se perde pas. Oui, voilà, avec le savoir des Grecs. Ouais. Et qu'ils ont pris en plus aussi les Byzantins, les Perses. Ils se sont inspirés de... Mais encore une fois, eux, ils ont peut-être pris de tout le monde, mais au moins ce qu'ils ont fait qui est important, ils ont écrit. C'est ça qui est important dans la science, c'est d'écrire un traité et de pouvoir... mettre que d'autres puissent le lire et repartir de là, quoi. Ouais. Puisque des écrits des Grecs seront traduits en arabe, puis après retraduits en latin. Voilà, on dit alcool, c'est aussi arabe. Oui, non, on parle des comment on appelle ça, des petits mots en arabe. Comment? Alors d'ailleurs, on me dit Al-Khwarizmi n'était pas arabe mais perse. Oui, c'est vrai. Ouais. Entièrement vrai. Ouais. Il n'était pas arabe mais perse. Mais bon, il était dans le monde arabo-musulman ou le monde musulman. Le monde musulman. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que, par exemple, le médecin Avicenne, Ibn Sina était perse, et que le grand penseur musulman, Ibn Rushd, il était espagnol. Oui. Il était de Grenade. Averroès. Averroès qui est Ibn Rushd. Mais bon, il fait partie de ce monde arabo-musulman et de langue d'écriture arabe. Mais c'est vrai. Voilà. Comme quoi, il y a des gens qui suivent. Ils suivent. Et bien justement, on va faire une pause et puis on revient juste après. Steph, il est prêt à la régie, magnifique. On fait la pause, on revient juste après. Sur la libre antenne, donc toujours dans le sujet. Alors justement, on s'est dit il faut un peu réexpliquer aux gens parce que ils sont un peu perdus là en fait sur le sens du sujet et où est-ce qu'on va. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai voulu démontrer dans Sciences, Technologies, Industrie, c'est justement, ça reprend un petit peu la discussion qu'on a eue au départ, la divergence entre Soral et moi-même. C'est-à-dire que, pour moi, la société est quelque chose, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme, et que dans ces mécanismes, il y a des périodes où il y a des avancées et des périodes où il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on peut faire des analyses, comme on fera ici une analyse d'aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc toi, tu me dis, c'est les sionistes. Moi, je dis, ça ne marche pas parce qu'il y a des conditions qui font qu'on n'est plus intéressé par l'industrie. N'étant plus intéressé par l'industrie, l'industrie qui tire les technologies, on n'est pas intéressé par la technologie et on s'en fout complètement de la science parce que ça rapporte rien. Alors qu'il y a eu des époques où la science devenait ce qu'on appelait une force productive directe, comme je t'ai dit tout à l'heure, à la fin du 19e siècle. Donc moi, ma démarche, je ne veux pas expliquer, ce n'est pas une démarche de dire voilà, la société c'est comme ça. J'essaye d'induire une réflexion, de dire il y a des périodes où il y a des avancées scientifiques, donc j'ai dit dans la Grèce antique. Alors la Grèce antique, il y a eu une grande avancée scientifique qui sert encore maintenant, mais il n'y avait pas d'avancée technologique. C'est-à-dire que les Grecs, ils vivaient d'une façon sans aucune technologie, alors qu'ils auraient pu en avoir, mais comme ils avaient des esclaves, ils s'en fichaient complètement. Tu vois, donc l'avancée technologique en Occident... dans le domaine militaire, il y avait quand même des avancées technologiques. Pour les Grecs ? Ouais. Des avancées, tu sais, l'art militaire grec était basé sur les hoplites, donc c'est sur il n'y avait pas de cavalerie. Quand ils voulaient des cavaleries, ils allaient chercher les Gaulois, donc ils étaient très pauvres en cavalerie, ils connaissaient très
très très mal le cheval, et leurs guerriers c'était les hoplites. Tu vois, des rangers avec des grandes lances. D'ailleurs, ils étaient liés, parce que comme ils étaient obligés d'être homosexuels, donc les amants étaient liés à la cheville par une chaîne. Donc les deux, ils combattaient en binôme. Ouais. Hein, voilà. Bon. Donc, effectivement, leur discipline, leur force militaire, c'était leur discipline face aux barbares qui venaient à l'assaut. Donc, ils ne se débandaient pas, ils restaient. C'était un petit peu aussi la technique des Romains. Mais on va pas sortir là-dessus. Si tu veux, c'est de montrer que ces avancées scientifiques dans le monde chrétien, ont été coupées complètement pour des raisons purement idéologiques. Là, c'est des raisons idéologiques, c'est-à-dire que voilà, c'est le bon Dieu qui a fait la nature, et donc vous n'avez pas le droit d'aller savoir pourquoi. Bon, mais chez les musulmans, il n'y avait pas cette prévention, et donc on a permis, parce que c'est pas, on va dire, t'aimes pas la religion. C'est vrai que je suis pas un grand fanatique de la religion. Je veux dire qu'il y a même des moments dans il y a des grands scientifiques comme Newton ou comme Pascal qui étaient très croyants. Et même Descartes, dans son discours de la méthode, il y a un chapitre où il explique l'existence de Dieu. Donc il ne faut pas voir ça. C'est-à-dire qu'il y a chez certains... je veux dire les classiques, chez certains maîtres de la religion catholique, une volonté d'asseoir leur puissance sur l'obscurantisme. C'était qu'une question de pouvoir. Hein. Donc on voit par exemple, là je vais passer directement à Abélard, parce que c'est une avancée à Abélard, c'est une avancée intellectuelle. Ce que je voudrais montrer, c'est que il n'y a pas de connaissance, si tu veux, sans qu'il y ait une éthique, si tu veux. Il faut qu'il y ait une éthique, il faut qu'il y ait des concepts, il faut qu'il y ait une réflexion, il faut qu'il y ait de la philosophie, pour qu'il y ait de la connaissance. Et oui, à cette époque-là, c'est la religion chrétienne qui apporte oui, et non, parce que, si tu veux, voilà ce que dit Pierre Abélard, qui était un clerc, parce que à l'époque, là, c'est au début du XIIe siècle, hein, tous les intellectuels sont des clercs. Hein, voilà, donc ils ont été formés par l'Église, et toutes les écoles sont l'Église. Mais ça n'empêche pas ces clercs d'être en opposition avec la hiérarchie. Eux, ils croient en Dieu, ils croient que c'est la meilleure des choses, le bon Dieu, mais lui, Abélard, il est extrêmement important dans la pensée occidentale. Alors j'espère qu'on ne va pas m'en vouloir de faire trop de théorie, mais donc, dans son livre, il dit la première clé de la sagesse, c'est une interrogation continuelle. Il n'est pas inutile de douter de chaque chose. En effet, qui doute conduit à chercher, qui cherche peut servir la vérité. Donc ça, c'est une démarche scientifique pure, voilà. Donc il faut, pour qu'il y ait une démarche scientifique, il faut qu'il y ait ce doute qui s'installe. S'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de volonté de vouloir chercher plus loin. On pourrait presque l'interpréter aussi, c'est de la façon que le doute dont il parle, c'est le doute de l'existence de Dieu. Et la vérité, ce serait aussi la vérité de Dieu. Si tu veux. Mais si tu ne doutes pas, tu ne vas pas aller chercher plus loin. Ouais. Donc il se trouve que, si tu veux, le doute d'Abélard sera repris par Descartes. Ouais. Si tu veux. Hein, c'est le doute cartésien, et que la démarche de Descartes sera strictement la même, c'est-à-dire dans le discours de la méthode, il remet en cause l'enseignement, et il dit ben non, il faut douter de tout et voir par soi-même. Alors il indique des méthodes d'investigation. Bon, je ne vais pas non plus parler du discours de la méthode, mais c'est un passage très important au début du XVIIe siècle, parce qu'on verra que à partir du XVIIe siècle, si tu veux, les sciences vont repartir. Tandis que du temps d'Abélard, les sciences sont à un niveau très bas, bien qu'il y ait des intellectuels comme Robert Grossetête, Roger Bacon, etc. Mais là, ce qu'il y aura à cette époque, 12e, 13e siècle, c'est la technologie qui va faire un bond. Hein, parce qu'il va y avoir un essor économique. Ouais.
Donc qui dit l'essor économique va tirer en avant la technologie. Parce qu'il va y avoir pénurie de main-d'œuvre, et puis il y aura beaucoup d'argent, et on va construire des cathédrales, et dans ces fameuses cathédrales dont j'ai déjà parlé, elles sont bourrées de technologie. Il y avait les moyens de le faire, et ça a attiré, si tu veux, il est tombé. Ça a attiré la technologie vers le haut. Si tu veux, Donc il y a eu des avancées dans l'agriculture avec des charrues à roues et à soc versoir et tout un ensemble d'avancées technologiques pendant les 12, 13, 14e siècle qui ont été extrêmement importants pour la vie des gens. Et moi je parle de la technologie, je parle de la technologie courante. Alors la technologie courante, c'est la technologie qu'on utilise tous les jours. Voilà, ça c'est de la technologie courante. L'ordinateur, pour nous, c'est de la technologie courante, tu vois. Et c'est de la technologie qui est au niveau de tout le monde. Voilà. Donc c'est quand même important. Et on verra par la suite que la technologie courante, c'est aussi une marchandise. C'est-à-dire que cette marchandise donc, peut être acquise, servir aux gens, mais en même temps elle fait de l'argent. Alors on peut critiquer le fait de faire de l'argent, et cette critique de l'argent a été aussi un frein, enfin pas vraiment un frein, parce que si l'Église a critiqué les marchands, a critiqué du bout des lèvres, mais finalement elle a laissé faire les marchands et le capitalisme, puisque les premiers capitalistes, ce sont les gens des Italiens de l'Italie du Nord, de Florence, ce qu'on on les appelait les gens du nord de l'Italie, là, je ne sais pas comment on les appelle, les Lombards, on les appelait les Lombards ici, mais en fait c'était des gens de la région de Florence ou de Sienne, mais surtout les Florentins, qui eux ont inventé tous les outils qui permettent de développer l'industrie. Donc l'industrie, elle va commencer environ au XIIIe siècle. Alors ce qu'on appelle l'industrie, c'est la parcellisation de la production. C'est-à-dire qu'avant, un individu fabriquait un objet de A à Z. Alors avec l'industrie, on n'en fabrique que des morceaux, si tu veux, et que finalement, le but final de l'industrie, pour l'industriel, n'est pas de faire de l'industrie. Le but final, c'est de gagner de l'argent. Donc l'industrie est très liée à la finance, si tu veux, à la façon d'accumuler du capital. C'est pour ça que dès qu'on fait de l'industrie au XIIIe siècle, on invente des sociétés par action, les sociétés capitalistes, et on invente tout ce qui va autour, c'est-à-dire les lettres de crédit, la banque et tout l'environnement qui va avec. C'est-à-dire à la fin au XIVe siècle, il y avait tout ce qu'il y a maintenant était en scène, tu vois. La banque, le paiement par écriture, les ouvriers, les grèves. Tu sais bien, on l'a dit, d'où vient le mot grève. C'est qu'à Paris, quand ils ne voulaient plus bosser, ils se mettaient en place de grève, qui est là où il y a la mairie de Paris. C'est là que vient la grève. Et puis il y a Florence qui était très avancée, qui a une classe ouvrière importante. Il y a ce qu'on appelle les Ciompi, qui sont les tisserands. Et il y a la fameuse révolte des Ciompi de Florence, la première révolte prolétarienne, on va dire, qui s'accomplit. Donc là, il y a avec cette période du 12, 13, 14e siècle une avancée dans la structure sociale en Occident, principalement en Occident, avec la mise en place du capitalisme. C'est important de savoir que ça vient de là, puisque ça aura des répercussions considérables par la suite, et considérables, positives et négatives. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur.
Moi, En tout cas, on me dit on aurait dû éradiquer, l'Église aurait dû éradiquer justement ces usuriers de la finance dès le départ pour on ne serait pas dans la situation d'aujourd'hui. Qui ont... l'Église. Mais qui ont, il n'y a pas on. S'il n'y avait pas eu... Mais il n'y a pas on, j'ai pas dit on, j'ai dit l'Église aurait dû éradiquer les usuriers qui étaient dans la finance au départ. Mais d'abord, c'était pas des usuriers, je sais pas ce que ça veut dire. Hein, c'est les gens qui font de l'usure. Oui, bon, et alors, si on avait éradiqué ces gens-là, il n'y aurait pas eu d'industrie, on ne serait pas là à parler, si tu veux. On ne serait même pas là à pouvoir discuter devant des produits qui sont des produits industriels. Ben oui, mais il aurait pu y avoir une autre industrie. Pourquoi tu dis? J'en sais rien, c'est toi qui le dis. Toi tu dis il n'y en aurait pas eu, moi je te dis il y aurait pu en avoir une autre. Donc il y a la meilleure chance, c'est qu'il n'y a rien eu du tout. Parce que quand tu vois les avancées, le progrès technique, hein, le progrès technique usuel, parce que on voit que le progrès technique usuel, il profite aux gens. Je te dis que s'il n'y avait pas eu ce produit technique usuel grâce au capitalisme, moi je serais mort. Mon espérance de vie aurait été comme à l'époque de 30 ou 40 ans. Mais regarde, Anna, comme bien même, je veux bien, vas-y, on parle on admet ce postulat de départ. Tu peux pas appliquer ça à l'ensemble de toutes les civilisations de la planète. Pense, je sais pas moi, aux Aztèques, aux Mayas, qui avaient des progrès technologiques, qui avaient machin, et qui étaient hors de ce système capitaliste. Moi, si j'avais été Aztèque ou Maya, je serais mort. Je serais mort à 40 ans. Mais si. Parce que l'espérance de vie de ces gens-là était très faible. Bah ça, non, c'est pas grand-chose. Avec les squelettes, là, on sait très bien que l'espérance de vie a augmenté, enfin. Là. Attends, je crois pas que au même moment en Occident on vivait plus longtemps qu'en Mésoamérique, quoi. Enfin, je vois pas ce qui nous détermine qu'un Français de l'an 900 il vivait mieux que le Maya de l'an 900. Il y a rien. Non, je te parle pas de ça. Ah ben oui, moi je parle de ça. Non. Moi je te parle ici de la naissance du capitalisme et de la marchandise qui a permis finalement par une démarche, un mécanisme, que tu juges ce que tu veux, tu peux le juger, tu es bon, pas bon, moi je ne le juge pas. Je constate que ce mécanisme a permis un essor de la science et de la technologie. C'est tout. Non, alors d'accord. Non, mais ça, je veux bien l'accepter. Il est à l'origine de ça. Ouais, mais il y a quelque chose. Moi, tu me dis, mais s'il n'y avait pas ça, il y a quelque chose que je comprends pas, même dans cet accès. Regarde, même dans ça, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire que si le capitalisme, en tout cas l'usure et la finance ont permis l'avènement et l'essor de ce capitalisme-là, en tout cas de cette industrie, moi je me pose dans la mesure, dans quelle mesure, puisque l'usure c'est précisément se faire payer un salaire sur de l'argent qui n'existe pas. Non mais là à l'époque c'était pas ça, si tu veux. À l'époque, c'est ce qui existe maintenant. Hein. Au début du capitalisme, il y avait l'accumulation, on appelle l'accumulation du capital. Ouais. Le capitalisme, c'est l'action d'accumuler du capital. Hein. Donc cette action d'accumuler du capital, pendant très longtemps, s'est fait grâce à la marchandise. Ouais. Donc on faisait des marchandises, des gens qui la consommaient, qui l'utilisaient, qui en étaient contents, qui en jouissaient. Ouais. Tu vois, ils jouissaient de leur marchandises, ils étaient contents. Bon. Donc pendant très longtemps, on a fait comme ça, on a procédé comme ça jusqu'à la fin des années 70. À partir de ce moment-là, on a pu procéder de la même manière parce que le capitalisme, c'est-à-dire cette fonction d'accumuler du capital, n'a pu utiliser l'industrie pour ce faire, mais utiliser justement la finance. Là, à l'époque des 13 et 14e siècles, la finance était un outil pour l'industrie. Ça permettait, si tu veux, la finance, ça permettait à un type, il partait de Florence, au lieu d'avoir son paquet de monnaie, il avait un paplard, sur lequel il était dit, voilà, au banquier de Gand, tu vas à Gand, tu as la banque des Médicis à Gand, et à Gand, le type, il avait l'argent du lieu, tu vois. Bon, donc, et là, quand il avait là, alors il pouvait développer son activité de drap à Gand. Tu vois, aller faire, donc il y avait des gens qui faisaient une action, les autres une autre action, puis ils repartaient avec les draps qui étaient patins,
Et il allait les faire teindre à Florence. Bon, parce qu'à Florence, j'étais dit qu'il y avait des mines d'Alain qui permettaient de faire des teintures. Donc ça, ce sont ces techniques financières qui ont permis de développer et de populariser le vêtement de drap. Hein, parce qu'avant ça, les gens ils s'habillaient d'un peu de peau, de cuir, de machin comme ça. Et après, si tu veux, les gens, même les gens de basse extraction, avaient des vêtements corrects. Ouais, mais dès l'Antiquité, les gens ils s'habillent plus avec des peaux, etc. Hein, dès l'Antiquité, on est déjà dans le tissage. Il y a déjà des tissages. oui. On faisait du tissage, mais les beaux trucs, si tu veux, c'était les riches qui avaient... Oui, les riches, mais après l'époque, ils avaient du tissage plus grossier. Mais non, oui, bon, enfin, ils n'avaient pas grand-chose. Tandis que on parle à partir du XIIIe siècle, tous les historiens pourraient te dire, il y a une démocratisation du vêtement, une sophistication du vêtement.